Merci d'être là pour ce dernier midi de l'imaginaire de l'année scolaire, on va dire 2021-2022. Ça reprendra l'année prochaine, donc avec d'autres noms. Aujourd'hui, d'abord remercier le théâtre pour son accueil, remercier l'équipe de Réjouissance de l'Université de Liège pour l'enregistrement et la transmission en live. Je coupe mon téléphone. Merci également à Tanguy qui représente ici les impressions nouvelles et la collection La Fabrique des Héros pour lequel on a invité ici Eddy Chevalier. Donc notre conférencier Eddy Chevalier est professeur agrégé d'anglais. Il enseigne à Paris en classe préparatoire littéraire. Il est docteur en civilisation américaine, a défendu une thèse sur le scandale aux États-Unis et toujours dans ces matières-là est en train d'écrire un livre sur les Afro-Américains aux États-Unis qui est prévu pour 2023 et qui se titrera Amérique, pourquoi refuses-tu d'être noir? C'est pas son premier essai, puisqu'il est également essayiste et il est passionné notamment de culture populaire et de tragédie, un duo qui explique notamment l'écriture de Shakespeare à la plage, c'est d'une note en 2020 qui était sous-titrée Être ou ne pas être dans un transit. Donc un livre passionnant qui mélange humour et érudition. Avec la même érudition, il a écrit ce Katniss Everdeen qui embrasait son destin, pas embrassait son destin, dans la collection donc La Fabrique des Héros, que si vous ne connaissez pas, une excellente collection qui est un peu finalement le pendant écrit de ce qu'on imagine ici, les Midis de l'imaginaire, donc il met en avant des figures de l'imaginaire populaire. Et donc il est l'auteur de ce Katniss. Et pour nous aujourd'hui, donc il va revenir sur cette figure, cette héroïne moderne bien connue de la série Hunger Games. Donc merci beaucoup Eddy Chevalier d'être là. Merci à tous et merci à ceux qui nous écoutent. Et bonne conférence. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup pour cette invitation. On pourrait commencer peut-être par le titre de cette collection de Tanguy Abraham et Dick Tomasovic. Merci d'ailleurs de m'avoir fait confiance pour écrire ce livre. Cette collection, c'est La Fabrique des Héros. Et ce qu'on va essayer de faire avec cette présentation, c'est de comprendre comment on fabrique des héros. Ici, en l'occurrence, comment est-ce qu'on fabrique une héroïne. Et avec cette affiche, peut-être qu'on va déjà comprendre beaucoup de choses. On fabrique des héros et des héroïnes avec des symboles. Des symboles, il y en a partout ici, on va essayer de les décoder ensemble. Des symboles, c'est-à-dire des images primordiales, des formes instinctives de la représentation mentale. On va essayer de faire plus simple, c'est-à-dire des choses qui parlent à tout le monde. Mais comment est-ce que ça parle un symbole? Un symbole, ce n'est pas simplement un signe, c'est-à-dire quelque chose qui va nous expliquer quelque chose, qui va coder quelque chose, c'est quelque chose qui va faire appel à l'imaginaire pour aller vers le spirituel. Donc, on va voir des choses qui sont suggérées et on va faire ce portrait ensemble. Le premier symbole, c'est évident, c'est le feu, bien sûr. Le feu, c'est peut-être quelque chose d'un peu tabou. Déjà, la première chose qu'on sait du feu et qu'on sent du feu, c'est qu'il ne faut pas toucher. Il y a quelque chose d'interdit avec le feu. Donc, on a une jeune fille de 16 ans, ici on a l'actrice qui a plus bien évidemment, avec quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Donc déjà, on se demande s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu dangereux. Et aussi, il y a quelque chose de mythologique avec ce feu. On pense peut-être à la figure de Prométhée qui va aller dérober le feu sacré de l'Olympe, ce titan qui va dépasser sa condition et qui va défier les dieux. Dans la tragédie grecque, on appelle ça l'hubris, c'est-à-dire qu'on va outrepasser sa condition de mortel et on sent déjà avec cette affiche que l'humanité va être transcendée. Regardez là, ses ailes derrière, on dirait les siennes, ce qui fait référence à une des scènes où Katniss va tourner sur elle-même et va devenir femme ou oiseau, visage de la rébellion. Mais ici, ce feu, peut-être que avec Prométhée, on comprend que on va aller plus loin. On va aller plus loin que l'humain. On va aller apprendre des choses. On va aller défier. On va aller défier nos pères. On va aller défier nos maîtres.
Un autre symbole, en plus de ce feu mythique, mythologique, c'est le phénix. On le voit derrière avec son pouvoir de renaissance et cet oiseau de feu consumé par les flammes. On sent là aussi que Suzanne Collins est très maligne, elle mérite vraiment d'être multimillionnaire parce qu'elle va construire une trilogie littéraire. On a 4 films avec des mythes, avec des symboles qui sont déjà là dans l'inconscient des lecteurs et qui va faire vibrer et qui va les embraser. Alors, ce phénix, ce feu prométhéen, ce n'est encore pas assez. On va aller encore plus, il suffit de regarder ici cette image avec Katniss qui ressemble à une sorte de ninja. Il y a un mot japonais pour ça, kunoichi, c'est-à-dire qu'elle est armée, elle va tirer, et ce n'est pas la représentation que l'on se fait, bien évidemment, d'une jeune fille de 16 ans. On va aller plus loin dans le mythe, on va aller plus loin dans le symbole. Il y a aussi autre chose avec cet arc tendu. On a un signe astrologique, on a celui du Sagittaire. Alors peut-être que si vous êtes geek comme moi, vous allez me dire « Ah non, elle n'est pas Sagittaire, ce n'est pas vrai. Katniss Everdeen est née le 8 mai, donc elle est Taureau. » On a bien compris. Mais le 8 mai, c'est déjà encore un symbole. C'est ça qui est intéressant. Le 8 mai, bien sûr, c'est la victoire des Alliés contre les nazis. Donc, cette Katniss, elle aurait pu s'appeler Victoire. 8 mai 1945, c'est aussi des manifestations indépendantes algérienne dont on parle peu. C'est aussi ce jour-là que Jeanne d'Arc obligeait les Anglais à lever le siège d'Orléans, et Katniss Everdeen, c'est un petit peu une Jeanne d'Arc du futur. Donc vous voyez que tous ces symboles pointent vers une lutte pour la liberté, une bataille qui s'annonce extrêmement âpre contre l'agression. Revenons à cet arc du Sagittaire, parce que c'est aussi une des déclinaisons du feu. Le feu, il est pluriel ici, et on est en train de construire, pardonnez le jeu de mots, une féminité qui va rendre l'œuvre vraiment particulière et particulièrement prenante. Donc ce Sagittaire, c'est aussi un signe de feu dans l'astrologie, comme le Bélier et le Lion. Mais le feu du Bélier, c'est son être brûlant tout entier. Le feu du Lion, c'est sa volonté. Regardez ma volonté, je suis Lion. Mais c'est le feu du Sagittaire est un petit peu différent parce que c'est le mouvement qui l'anime. Et le Sagittaire a d'ailleurs les pieds ancrés, les pattes plutôt ancrées dans le sol avec une certaine stabilité, et on va ajouter la volatilité de l'air avec ses 2 bras levés vers le ciel. Donc on a ici un feu qui est la lumière peut-être jupitérienne qui l'éclaire, qui transperce les ténèbres, sachant que Sagittarius en latin ça veut dire archer. Donc cet arc, lui aussi c'est un symbole bien sûr. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette affiche qui se lit comme un texte en réalité. C'est pour ça que c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien construit. Cet arc pourrait nous faire penser, c'est pour ça que c'est intéressant un symbole. Un symbole ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais ça dépend du contexte. C'est pour ça que ça ne va pas simplement signifier, mais on va faire appel à l'imaginaire pour aller vers le spirituel. Et donc, cet arc, ce n'est pas celui de Cupidon, par exemple. On pourrait se dire, c'est une jeune fille de 16 ans, on est en droit d'attendre une amourette. Alors, certes, elle a 2 prétendants, mais c'est véritablement le moins intéressant dans l'histoire. Elle dit elle-même, je n'ai pas le temps d'embrasser un garçon, j'ai une révolution à mener. Phrase qu'on entend tout de même assez peu dans la bouche des adolescentes. Hunger Games, c'est l'anti-Twilight. On n'est pas en train de se mordre les lèvres pour savoir si oui ou non on va se laisser embrasser par un vampire un peu mal coiffé. Il y a quelque chose de très fort chez Katniss. Regardez, elle est seule, il n'y a pas d'homme à côté. C'est elle qui va changer le monde, c'est elle qui va embraser son destin et qui va tout changer
tout faire exploser. Donc, ce côté aussi archère, enfin, son côté guerrière avec son arc peut rappeler les archers, mais il faut savoir qu'au XVe siècle, on leur attribue une puissance surnaturelle et on se demandait s'il y avait un petit peu de sorcellerie parce qu'ils étaient extrêmement adroits et leur grande dextérité était quelque peu suspecte. Donc est-ce qu'on est en train de dire qu'il y a de la sorcière dans Katniss? Il y a autre chose. Il y a autre chose parce que on a vu le phénix, on a vu l'archère, on a vu le sagittaire, on a vu Prométhée. Mais j'avoue que le bec est peut-être un petit peu trop long. Mais on voit peut-être aussi ici le symbole des États-Unis, l'emblème national des États-Unis, l'aigle. Et donc, ça voudrait dire quoi, ces États-Unis en feu? C'est-à-dire ce symbole, encore une fois, des États-Unis qui est en train de brûler. Qu'a à nous dire Katniss de l'Amérique? C'est aussi une des questions qu'on va se poser ensemble. Pourquoi met-elle le feu à l'Amérique? Qu'est-ce que veut dire mettre le feu à l'Amérique? Sachant que il faut bien lire l'endroit où est concentré le pouvoir de la dictature dans Hunger Games, c'est le Capitole. Et bien sûr, aux États-Unis, le Capitole à Washington, c'est le siège du pouvoir législatif avec le Sénat et la Chambre des représentants. On a 13 districts dans Hunger Games. Il y en a 12, il y en a un caché, il y en a 13. Exactement comme il y avait 13 colonies à l'origine du pays, avec la déclaration d'indépendance en 1776. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est dit sur les États-Unis. Les États-Unis seraient donc en feu. Elles ne seraient pas elles seules en feu, mais en anglais, on appelle Katniss « the girl on fire », la jeune fille en feu. Et ce n'est pas la même chose avec la jeune fille en feu et la jeune fille du feu. Ce qui se passe aussi, à mon avis, avec ce feu, c'est que une fille qui est en train de flamber, c'est héroïque, on est en train de le voir, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a de la violence et on a de l'agressivité, ce qu'on ne voit pas très souvent chez une fille de 16 ans. Mais si on réfléchit aussi, est-ce que dans l'histoire des États-Unis, on n'a pas une jeune fille en feu qui a fait changer l'opinion? C'est une des photos les plus connues, malheureusement, de la guerre du Vietnam, avec une petite fille qui est en train de brûler à cause d'une bombe au napalm. Et ce qui se passe aussi là, à mon avis, c'est le feu de la contestation. Et il y a un moment clé de l'histoire des États-Unis qui est au cœur de Hunger Games et qui peut être la matrice de Hunger Games et qui est la guerre du Vietnam. C'est toujours difficile de se dire quand commence la guerre du Vietnam, 1955 peut-être, 1975, et où on a dans les années 60 une contestation en disant ce n'est pas possible de continuer ce débat, ce n'est pas possible de continuer de s'embourber et de faire subir ce sort à cette partie de la planète. Il faut savoir que la guerre du Vietnam, c'est une guerre à laquelle a participé le père de Susan Collins, qui est revenu traumatisé, bien évidemment. Et donc, Susan Collins a été façonnée par les cauchemars de son père. La guerre du Vietnam, c'est aussi un moment crucial dans le sens où c'est la première guerre télévisée aux États-Unis. Il y avait aussi des loteries pour savoir qui allait participer à cette guerre exactement comme dans les Hunger Games. Et donc, c'est vraiment le brouillon de Hunger Games, ce moment où l'Amérique se dissocie d'elle-même avec une contestation. Pour illustrer ce propos sur la guerre du Vietnam, un petit peu surprenant, mais on pourrait penser à Saint Seiya, les chevaliers du Zodiaque, le chevalier du Phénix, nous revoici sur le Phénix, et Ikki Everdeen, Masami Kurumada, qui est celui qui a inventé Saint Seiya, les chevaliers du Zodiaque,
utilisé un film et s'est inspiré d'un film qui parle des ravages psychologiques qui sont faits aux gens qui ont fait la guerre du Vietnam. Donc, c'est intéressant de voir que ce phénix-là, il va nous dire quelque chose. Le film s'appelle Voyage au bout de l'enfer, de Deer Hunter, 1978. Donc, le phénix de Katniss nous dit des choses sur le fait d'être une femme, d'être une fille, le fait d'être une combattante et le fait d'être une américaine et le fait d'être une fille aux États-Unis. Mais peut-être autre chose aussi. On pourrait commencer par un autre film. Le but, ce n'est pas d'aller chercher des films pour oublier Hunger Games. On pourrait parler d'un film qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. C'est un des titres que j'avais proposé pour ce livre. Finalement, on a embrasé son destin, mais c'est vrai que je pensais que ça pouvait être intéressant déjà parce que ce serait un bel hommage à ce film qui est véritablement incroyable, ce film de Céline Sciamma avec Adèle Haenel, qui est une jeune femme en feu aussi parce qu'elle n'a pas eu peur de dynamiter le système médiatique du cinéma et son microcosme. Et dans ce film, on a une réflexion sur comment est-ce qu'on fait le portrait d'une femme qu'on aime quand on est une femme. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et on se demande comment saisir l'âme de son sujet. Et ce livre, j'ai essayé en tout cas de saisir l'âme de Katniss. C'est pour ça qu'il faut passer par les symboles et c'est pour ça qu'il faut lire les images et pour ça qu'il faut aussi lire entre les lignes et lire entre les films. Et ce film de Céline Sciamma, il propose, grâce à sa réalisatrice, une autre politique du regard. C'est-à-dire, généralement, elle exprime l'idée qu'on regarde toujours les personnages féminins comme s'ils étaient des objets. Pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est son ressenti, c'est ce contre quoi elle voudrait lutter. Et donc ici, on a des femmes qui sont des sujets aussi parce que on va en faire le portrait et on va essayer de capter leur âme. Et c'est vraiment intéressant parce que dans ce film qui est assez radical avec cette romance lesbienne, on a un moment très particulier où un homme apparaît. Et Céline Sciamma voulait véritablement que ce moment soit particulièrement choquant et que les gens tressaillent dans leur fauteuil en se disant « Oh mon Dieu, non pas un homme », parce que ça sous-entend dans le film que une des deux va être mariée à un homme et qu'elle ne va pas donc suivre son cœur. Et cette idée de, en fait, le moment où un homme apparaît à l'écran, ça devient un film d'horreur, donc c'est extrêmement radical bien sûr, mais c'est très intéressant parce que ça va retravailler les visions, les images masculines de notre société patriarcale. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que Katniss aussi, même si on a l'impression que c'est un roman pour adolescentes, que c'est un roman pour adolescents, qu'elle mène une guerre, c'est intéressant parce qu'on va lutter contre la dictature. C'est aussi quelque chose qui va nous dire que ce qu'on considère comme féminin, ce qu'on considère comme le portrait d'une fille, doit être repensé. Katniss, mis à part sa natte et sa broche, deux attributs que la société patriarcale définit comme féminins, je mets des guillemets, Katniss, elle se définit principalement par des caractéristiques dites masculines. Encore une fois, il s'agit de construction sociale, c'est-à-dire sa passion pour la chasse, son flair prédateur, sa violence. Et on voit bien qu'il y a un remaniement du masculin et du féminin, ni rose ni bleu. Si Katniss était une couleur, ce serait un vibrant violet. On pense aussi au fait que la prostitution change de camp dans Hunger Games. C'est assez rare, surtout pour une fiction censée être pour les adolescents, qu'on parle de
prostitution masculine. Alors il y a ce personnage qui s'appelle Finnick Oder, qui est absolument splendide, ultra musclé, une sorte de membre de boys band croisé avec le dieu Neptune. Il a un trident comme ça, un micro filet de pêche pour cacher son entrejambe. Et c'est lui qui, après sa participation à Hunger Games, va être vendu alors à qui dans le roman, c'est marqué they, on ne saura jamais s'il s'agit d'hommes, de femmes. Vous voyez, même le MeToo va changer de camp ici. Et il suffit de penser aussi aux représentations du genre dans l'œuvre. C'est quand même assez saisissant. On voit bien sûr avec tout ce feu, avec toutes les déclinaisons, et ce n'est que le début, tous ces feux, qu'il y a quelque chose qui va remanier tout ce qu'on pensait. Ce feu-là va faire flamber nos représentations et nos clichés. Vous avez peut-être retenu cette phrase de Pete, le petit blondinet avec qui elle fait les Hunger Games, qui est boulanger. Pete a fait des gâteaux, moi je chasse. Il y a quand même un retournement assez radical du modèle de c'est moi qui fais à manger, c'est toi qui ramène à manger. Et surtout que ce pizza est une sorte de beau bois dormant, puisque très mal en point, elle va le réveiller d'un baiser lors des premiers jeux de rue. Vous avez des inversions, vous avez des subversions, et on pourrait aller jusqu'à un autre modèle qui façonne Katniss et son image et son histoire, et c'est celui de l'Amazone, avec ce monde exclusivement féminin, et peut-être que Katniss est une lointaine descendante de Wonder Woman. Et donc tout ça, c'est pas simplement pour dire, bon, Katniss pourrait chanter sans contrefaçon, je suis un garçon, c'est pas ça le but du jeu. L'idée, c'est qu'il y a une nouvelle sensibilité qui est en jeu avec Hunger Games. Et cette nouvelle sensibilité, à mon avis, elle passe par le romantisme, mais pas le romantisme de je t'aime, tu me fais vibrer, mais le romantisme tel qu'il est défini, tel qu'il a été mis en mots, mis en œuvre au XVIIIe siècle par d'abord les Allemands et les Européens dans ce mouvement artistique qui est véritablement une nouvelle sensibilité. On oublie trop souvent que le romantisme, et ici on a cette peinture emblématique, Le voyageur contemplant une mer de nuages, 1818, Friedrich, et avec une autre image de Hunger Games. À mon avis, il y a des parallèles à faire. Et le romantisme, en tant que mouvement artistique, c'est un embrasement aussi. Et le feu va être notre fil directeur, notre fil rouge flamme. Et l'embrasement du romantisme, il embrase l'Europe. C'est la Révolution française, véritablement, qui va ouvrir les portes de l'imaginaire romantique. Et là où aujourd'hui, des siècles plus tard, on peut se dire « Ah, le romantisme, c'est l'ego démesuré et l'ego démesuré qui trouve son visage dans la nature. » Certes, c'est l'individualisme, mais c'est aussi le drame, la folie, la violence et une soif de liberté baroque. Et à mon avis, c'est un des enjeux, bien comprendre que cette histoire n'est pas simplement « je suis en train de me battre contre un régime », mais il y a des valeurs politiques qui sont en jeu dans Hunger Games, et on pourrait vraiment se demander si on ne pourrait pas l'étudier à l'école. Alors il faudrait voir comment, avec quelle modalité, mais pour essayer de faire comprendre de façon pédagogique et en même temps ludique beaucoup d'enjeux. La nature, alors ça c'est un des titres du roman, ça vous parle peut-être, enfin du livre, ça vous parle peut-être pas vraiment, c'est que on parle aussi de romantisme, c'est pas simplement pour parler de la Révolution française, même si il y a quelque chose de très révolutionnaire dans la façon dont Katniss combat, dans la façon dont on organise la résistance, et il y a aussi la nature qui joue un rôle très important. C'est pour ça que c'est du romantisme aussi. Pourquoi Katniss s'appelle-t-elle Katniss? Alors, ça veut dire ça, fléchière. Katniss, c'est une plante, c'est bien expliqué dans le roman. Donc, en fait, elle a un nom
végétal, c'est un cœur de sève. Katniss, c'est une fléchière. Et il y a, à mon avis, quelque chose qui se passe entre la nature et l'indépendance et la mise en place d'une fille qui vient de la forêt, et on va politiser cette forêt romantique. On va y revenir dans 2 secondes. Là, on va essayer de se demander pourquoi est-ce que Katniss s'appelle Katniss. Katniss, elle s'appelle Katniss parce que c'est le nom d'une plante, et on va revenir tout de suite sur, encore une fois, un symbole. Cette plante s'appelle fléchière, mais s'appelle aussi sagittaire, ça marche aussi, à feuilles en flèche. Quand je vous dis que Suzanne Collins est maligne et qu'elle va surdéterminer, vous n'aviez pas compris qu'elle avait un arc, eh ben je vais lui donner un nom, et elle-même sera arc, elle-même sera flèche. C'est plus qu'une identité, Katniss Everdeen, c'est une sorte de talisman qui signe sa destinée. Evergreen en anglais, ça fait penser, c'est aussi l'arbre à feuillage persistant. Et derrière tout ça, là, il y a aussi quelque chose de très très intéressant. Je vais juste en parler 1 minute parce que ce serait trop long et peut-être pas très pop. Mais Suzanne Collins elle-même dit que si elle s'appelle Katniss Everdeen, c'est parce que elle a lu 4 romans d'affilée d'un écrivain britannique naturaliste extrêmement noir, extrêmement pessimiste, mais dont l'écriture est absolument étincelante, qui s'appelle Thomas Hardy, 1840-1928. Le monde ne nous méprise pas, il ne fait que nous négliger. Thomas Hardy. Comment se porte la vérité de nos jours? Mal. Thomas Hardy. Donc, derrière, il y a ça, et Thomas Hardy, et après on passe à autre chose, mais je trouve ça passionnant, et je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire sur ce très très grand auteur britannique, et sur ce côté beaucoup plus pop, sachant que c'est Suzanne Collins elle-même qui fait le lien entre les deux. Le lien, c'est vraiment ce pessimisme noir, et elle s'appelle donc Everdeen, parce que c'est Suzanne Collins qui dit. J'ai pris le nom Everdeen, c'est une orpheline dans Loin de la foule déchaînée, 1874, d'un des romans de Thomas Hardy. Vous avez un triangle amoureux avec un type qui s'appelle Gabriel Oak et Boldwood. Vous voyez des arbres partout dans les noms. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et Thomas Hardy a un univers absolument incroyable. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Katniss? On nous le dit, son père est mort, et son père, ils vont, avant de mourir, il lui dit, viens, on va se baigner dans un lac, je pense, et il lui dit, regarde, ici c'est des Katnisses, donc ce sont des fléchières, des sagittaires, la plante, et elle s'appelle comme ça. Et tant que voici la citation, c'est son père qui lui dit ça, tant que tu te trouveras, tu ne mourras pas de faim. Donc, le premier niveau, en fait, si tu manges cette plante, parce qu'on peut manger les racines, elles sont comestibles. Tant que tu te trouveras, tu ne mourras pas de faim. Mais c'est aussi une métaphore. On est dans le symbole, bien évidemment. C'est l'idée de ce qu'on appelle aux États-Unis self-reliance, c'est-à-dire je vais compter sur moi, je vais faire appel à moi-même et j'aurai l'indépendance pour subsister parce que je suis celle qui peut me nourrir. Okay. Donc là, on pourrait lui aussi, c'est très littéraire, c'est un peu expliqué ici, dans un courant qui s'appelle le transcendantalisme, c'est au 19e siècle, c'est aux États-Unis, il s'appelle Emerson, qui a écrit ce qu'on pourrait considérer la déclaration d'indépendance intellectuelle des États-Unis. Et à l'époque, les États-Unis sont à la recherche d'une identité aussi culturelle. Hein. Et ça pourrait être intéressant. Mais la forêt, on peut aller loin littérairement, on peut revenir sur des choses peut-être un petit peu plus simples. La forêt, avec Emerson, on en a parlé, il n'a pas attendu les transcendantalistes pour devenir un lieu de dissidence. Il suffit de penser à Robin des Bois, à l'enfer de Dante. Dans les bois, l'ordre ne tient pas. C'est pour ça que là aussi, c'est un symbole. Elle n'est pas juste dans les bois parce que c'est vert. Elle est dans les bois parce que la forêt, elle cache le ciel. Là où les civilisations occidentales ont placé le divin, donc la forêt, elle éclipse Dieu. C'est aussi un livre sur qu'est-ce qu'on peut faire, en quoi est-ce qu'on peut croire, et comment est-ce qu'on va pouvoir être politisé quand on est une jeune personne. Cette citation, Gale, dans son copain, dit que je ne souris jamais, sauf que
sauf lorsque je suis dans les bois. Et on attendait des mythes, on en a déjà cité quelques-uns. Artémis, bien sûr, va venir donner une constante, une consistance à Katniss, avec un paradoxe avec Artémis, donc la déesse de la chasse, qui est que elle va protéger les faibles, ce que fait exactement Katniss avec Rue, la petite dont elle s'occupe, avec sa sœur aussi, Primrose. Donc elle s'occupe des faible, et en même temps, elle a une dureté prédatrice incroyable. Donc, c'est ça ce paradoxe artémisiaque qui est que je vais protéger les plus faibles. Il y avait des endroits où des jeunes filles allaient faire des offrandes pour la déesse Artémis. Et en même temps, je refuse de tomber dans les filets d'un homme, c'est ça quand même aussi qui se passe avec Artémis, ce qui est je veux rester vierge. Et cette Artémis, c'est une façon de montrer encore une fois que la mythologie est partout. Et Artémis, c'est la dame des fauves dans l'Odyssée d'Homère. Et là, on a encore un archétype, encore un mythe. Alors ici, j'avais mis une petite information, Artémis, etc. Si vous voulez en savoir plus, ça peut marcher, bien évidemment. On parle du feu, mais bien sûr, pour qu'il y ait du feu, il faut du combustible. Donc, quel est le combustible qui nourrit le feu de Katniss? C'est la question, et c'est le charbon du district 12. Et là aussi, on a un autre grand texte, c'est Germinal. Alors, Susan Collins aussi est sympathique parce qu'elle n'a pas peur de nous dire « Oui, en effet, j'ai bien lu Thomas Hardy et ça m'a inspiré parce que Everything, ça vient de ça. Oui, en effet, Germinal fait bien partie de mes livres préférés. » Donc, on ne peut pas venir nous dire oh, « Vous plaquez des choses juste parce que du charbon, vous allez nous sortir Germinal. » Non, elle nous explique bien qu'elle l'a vu, même si elle ne nous avait pas expliqué. Les images sont tellement identique. Il s'agit dans les deux cas d'une descente aux enfers. C'est là qu'elle a perdu son père. Alors, coup de grisou ou alors acte de terrorisme, les fans ne savent pas trop. Ce Germinal qui est une sorte de lamento des ténèbres, il devait s'appeler le feu qui couve, il devait s'appeler le feu souterrain. Et il y a un autre mythe qui sous-tend les deux œuvres. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est le mythe du Minotaure, c'est-à-dire qu'on va aller prendre des jeunes et on va les sacrifier. C'est exactement ce qui se passe avec le tout début du premier livre du premier film, avec la petite sœur de Katniss, et Katniss qui va s'ériger en sauveuse en disant I volunteer, je suis volontaire. Quand même incroyable ce moment où toute la tension et toute la colère est palpable, donc extrêmement bien joué, je pense, de la part de Jennifer Lawrence. Germinal, il y a même mine dans Germinal, il y a le germe aussi, parce que le 12 Germinal en 3, c'est le peuple qui envahit la Convention pour réclamer du pain. C'est quand même le cœur de Hunger Games, les jeux de la faim. Hunger, il y a un jeu de mots aussi entre hunger, la faim, et anger, la colère, bien sûr. Et ce Germinal, c'est pas simplement un roman, mais c'est aussi une façon de faire comprendre les aspirations des misérables vers la justice. C'est un roman, Hunger Games, sur la justice, sur les misérables qui n'ont pas de pain, et ça s'appelle Panem, la ville où le pouvoir et la dictature sont concentrés. Donc ça fait penser à la citation latine du pain et des jeux, c'est-à-dire si vous voulez la paix, donnez du pain et des jeux au peuple et là vous aurez la paix. C'est ce qui se passe avec Hunger Games. Donc ce que voulait faire Zola, c'était donner une sorte de frisson d'horreur aux bourgeois. Et c'est pour ça que c'est très hollywoodien aujourd'hui, Hunger Games, mais il y a peut-être aussi une façon de voir que c'est un peu paradoxal parce que
il y a beaucoup de violence dans cette description de gens qui ont extrêmement faim, d'un dénuement incroyable. Et ce district 12, c'est le berceau charbonneux du feu katnissien. Comment est-ce qu'on va montrer, encore une fois, les signes, les symboles, etc. Comment est-ce qu'on va montrer qu'on est dans la décrépitude? Comment est-ce qu'on va montrer qu'on est dans la pauvreté, dans la dépression, dans tous les sens du terme? Parce que si on fait attention à la façon dont les gens sont habillés dans les films, avec aussi toutes les couleurs désaturées et les costumes très bien mis en scène, on a les années 30 qui viennent à l'esprit. Avec les années 30, c'est aussi la montée du nazisme, et c'est aussi le feu et la révolte, et il va falloir que je me batte. C'est peut-être aussi une façon de montrer que, attention, on peut très facilement être de nouveau dans les années 30, et il faudrait peut-être un peu de recul, un peu d'éducation, un peu de culture pour essayer de comprendre comment faire pour que l'histoire ne se répète pas. Donc on a cette très grande dame du photojournalisme qui est ici avec deux photos assez connues, avec des visages défaits, et on a, j'aurais pu mettre un moment du premier film où on a pratiquement en miroir une des deux photos avec une femme au visage défait. Donc le krach boursier, c'est octobre 1929, c'est 14 millions de chômeurs. En plus, il y avait des tempêtes de sable et de poussière dans les États du Sud. Donc c'est vraiment les États-Unis économiquement qui sont au pire endroit de leur histoire. Donc cette lutte pour la justice, ces aspirations des misérables, ils sont véritablement ancrés dans le livre, dans le film. Vous avez cette scène où Peter, le bien nommé, qui est boulanger et qui balance du pain cramé pour Katniss, qui est absolument affamée. Normalement, c'est le pain pour les cochons. Elle se rue dessus et il pleut, il pleut, il pleut. Bon, bah, c'est mi-Victor Hugo, mi-Charles Dickens. Donc, là aussi, toutes ces références littéraires, c'est quelque chose qui va donner de la force au propos et quelque chose qui va le rendre encore plus universel. Alors, on va changer de perspective, et on était dans les années 30, on était dans la dépression, on était dans le manque, et on a autre chose dans Hunger Games, parce que c'est pour ça aussi que j'avais envie d'écrire un livre, et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir permis de le faire, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on parlait tout à l'heure de ce travail qui est fait sur c'est une fille, mais pas une fille comme on les voit d'habitude, pas avec les mêmes attributs d'habitude, avec l'ombre tutélaire de Artémis qui vient rajouter de la violence, qui vient rajouter de l'agressivité là où normalement on la gomme. Et il y a quelque chose aussi sur qu'est-ce qui fait qu'on est médiatiquement une figure féminine dans Hunger Games. Et c'est pas simplement une crucifixion de notre voracité pour l'image. Hunger Games, c'est quand même ça. Hein. Regardons vite ce qui se passe à la télé, en live, et oublions tout et nourrissons-nous de cette violence absolue. Il y a aussi l'idée de Katniss. C'est pas simplement Katniss, et elle devient le visage de la rébellion. Comment est-ce qu'on devient le visage de la rébellion? Et à mon avis, c'est la bonne façon de le dire, oui, avec le visage de, c'est une égérie. Hein. C'est comment est-ce qu'elle est habillée? Comment est-ce qu'elle va être relookée? La citation la plus appropriée, ce serait peut-être « c'est la rebelle la mieux habillée de l'histoire ». Donc, il y a un peu grotesque dans cette formulation, et pourtant, ça peut peut-être nous faire comprendre que pour exister médiatiquement, pour que Katniss
soit une tête d'affiche, pour qu'elle passe à la télé, et ben, il va falloir se relooker, et c'est complètement ce qui est marqué. Donc c'est intéressant, Katniss Everdeen, c'est peut-être la seule qui serait capable de mettre d'accord Karl Marx et Karl Lagerfeld, avec Karl Marx, le Capital, ça s'appelle le Capitole, on a déjà parlé du Capitole aux États-Unis, mais Capitole, Capital, Katniss, elle est un peu anti-capitaliste, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ça, il va falloir vraiment la relooker. Alors, elle a son styliste, bien sûr, et c'est assez terrifiant parce que on va assister, elle va au Remake Center, donc il faut qu'elle soit refaite véritablement. Et là aussi, Hunger Games nous dit énormément de choses sur la télé-réalité, la petite histoire telle qu'elle est présentée dans Susan Collins quand on lui dit mais d'où ça vient Hunger Games, elle dit ben j'étais en train de zapper à la télé et j'ai vu sur une chaîne une émission de télé-réalité et après j'ai zappé et j'ai vu la guerre en Irak et j'ai mis les deux ensemble dans ma tête, je suis allé me coucher et ce cauchemar s'appelait Hunger Games. Et donc il y a une question aussi sur la médiatisation, parce que c'est pas juste une compétition où des adolescents s'entretuent, c'est la mise en scène avec comment est-ce qu'on produit ça, est-ce qu'on change les règles au dernier moment, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être dépassé par ces candidats de télé-réalité qu'on crée et qui deviennent des monstres. Intéressant aussi pour notre société de se poser cette question. Donc il va falloir fabriquer sa beauté, vraiment, et il va falloir une image de beauté. Ça, c'est un croquis qui avait été fait dans le magazine InStyle, avec plusieurs personnes qui avaient dit comment est-ce que je pourrais relooker Katniss, elle-même qui a déjà été relookée. Donc, The Hunger Games, aussi donc les jeux de la faim, parce qu'on le sait, ces gens n'ont pas assez à manger, mais Hunger Games aussi dans les troubles du comportement alimentaire. Enfin là, on lui dit maintenant, il va falloir que tu enlèves tous tes poils. Maintenant, il va falloir que tu ressembles à, c'est elle qui me dit, un poulet plumé. Il va falloir absolument que tu te relooks. Les gens dans la ville où on a de l'argent ont des têtes de chat avec des moustaches, avec des dessins décoratifs. Il y a aussi en creux dans Hunger Games, pas que en creux d'ailleurs, une critique d'Hollywood avec son botox, son acide hyaluronique, ces gens qui ne vieillissent jamais. Il faut penser au visage de Nicole Kidman. Pas aucune critique, bien évidemment. Ce n'est pas le but du jeu, mais ça s'appelle peut-être du transhumanisme ou du post-humanisme, c'est-à-dire un corps qui ne montre plus qu'il vieillit, et aussi parce qu'on est dans une industrie où si vous avez une ride et si vous êtes une femme, sauf si vous êtes Meryl Streep, vous n'existez pas parce que vous ne nous intéressez plus. Donc, il y a un jeu à faire peut-être sur le canon de beauté. Comment est-ce que on va la relooker avec des excès qui font peur. Elle est très, à mon avis, elle est nourrie, Susan Collins, des émissions de télé-réalité, et qu'on se souvient, alors c'était en 2004, ça fait longtemps, il y a eu 2 saisons sur Fox, ça s'appelait The Swan, ça veut dire le cygne. Alors là, c'était pas simplement une petite émission de relooking aux États-Unis, mais c'est, alors là, on va tout refaire. Mais alors quand je dis tout refaire, c'est tout refaire. Hein. Donc la tête, les dents, le poids, on va t'apprendre à t'habiller, etc. Sauf que, bien sûr, désastre psychologique, c'est pas parce qu'on change ses dents et c'est pas parce qu'on perd 20 kilos qu'on est heureuse. Enfin, c'est quand même le b.a.-ba. Donc une violence, la violence aussi, elle est pas juste dans je vais te tuer en prime time. La violence aussi, c'est comment est-ce que tu vas t'habiller, comment est-ce que je vais te transformer en Barbie Hunger Games. C'est quand même violent d'habiller les gens, de les considérer comme des poupées, de les considérer comme des marionnettes. Ça aussi, c'est de la manipulation. Donc, très intéressant la façon dont les costumes ont évolué, avec ce côté aussi très malin de Susan Collins, qui est un peu outrancier, et c'est pas vraiment le cas dans le premier film, parce qu'ils n'avaient pas trop d'argent, ils avaient quand même beaucoup d'argent, hein. Mais après ils ont eu beaucoup plus d'argent, et le premier film, un peu kitsch au niveau des costumes. Après,
On est passé à Alexander McQueen. Alors là, c'était plus kitsch du tout, avec la sauvagerie qu'on connaît de chez Feu, Alexander McQueen, et l'animalité qui ressort aussi, et peut-être cette critique de ce qu'on considère être la beauté et ce qu'on devrait voir chez les femmes. Allez, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un astronaute? Est-ce que c'est un apron, tout en même temps? Et ici, vous avez quelque chose d'aussi très intéressant, on va peut-être passer vite, l'idée d'une femme ailée, parce que vous voyez, c'est pas simplement on remet en question le Hollywood et ses codes et le fait de transformer ces actrices en petites poupées au visage inexpressif, mais on peut retrouver, donc ça c'est un vase extrêmement ancien, avec une divinité de l'âge de bronze, elle s'appelle Potnierteron, et vous voyez que le bronze a assez culte de regarder, j'ai des ailes, femme, oiseau, encore mythique, ça nous ramène encore plus loin avec cet avatar d'Artémis, si vous voulez, et ce fourreau ailé, et c'est très intéressant parce que finalement, cette fameuse mode sauvage qui la rend marionnette, elle va le retourner et elle va pouvoir s'en servir pour s'émanciper. Artémis, c'est celle qui aide les filles à devenir femmes, mais c'est aussi celle qui aide les filles à devenir libres. C'est aussi une des figures qui est extrêmement importante pour les esclaves. Donc, très intéressant, cette Artémis, mais cette Artémis, c'est pas juste Artémis de dire « Ah, il y a, je connais ma mythologie, donc ça me fait penser à Artémis. » Artémis, il y a un livre, le voici, qui explique qu'en fait, cette Artémis, c'est aussi quelque chose, on parlait de symbole, d'inconscient collectif, cet esprit indomptable en chaque femme, et ce refus de dire je ne suis que je suis bien plus qu'un simple reflet dans un œil d'homme. Et ça pourrait être intéressant. Dernière partie, assez rapidement, c'est autre chose dont on ne parle pas dans les films, bien évidemment. Jennifer Lawrence l'incarne. Ce feu, on a dit que ça parlait du feu, on a dit que ça parlait des États-Unis, on a dit que c'était le feu de la révolte, on a dit qu'il y avait l'aspiration de gens qui ne sont pas entendus. Peut-être que ce feu, c'est celui de James Baldwin, très grande figure afro-américaine, les années 50 aux États-Unis, qui écrit cet essai « La prochaine fois, le feu », The Fire Next Time. Et ce feu, c'est peut-être aussi celui des minorités raciales. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin? Est-ce que ça n'a pas un peu rien à voir? Je ne suis pas sûr. Il suffit de voir d'où vient Rue, la petite candidate qui se fait massacrer, et qui explique que dans son district à elle, eh bien, on ramasse du coton, tiens, on n'a pas le droit de bénéficier de ce coton, tiens, et on se fait fouetter si on ramasse pas ce coton, tiens. Est-ce que ce serait un district où la guerre de sécession n'aurait pas eu lieu? C'est possible. Est-ce que Hunger Games, ça peut pas aussi se lire contre une rébellion contre la suprématie blanche? Je rappelle que le grand méchant s'appelle quand même Snow, et que toute cette logique de je dois m'émanciper, je dois sortir de cette image qu'on m'a donnée. Snow, il n'est pas juste blanc, il est quand même blanc. Donc, c'est intéressant. Katniss, elle n'est pas blanche, hein, c'est officiel, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est très clairement marqué dans le livre. C'est pas marqué qu'elle est black, il ne faut pas en faire non plus la fille de Martin Luther King ou de Malcolm X, c'est pas ça. Par contre, c'est clairement marqué qu'elle n'est pas blanche. Donc, Jennifer Lawrence, je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est que mon avis vraiment extraordinaire, étincelante, et depuis elle gagne 20 millions de dollars par film, mais on aurait peut-être pu penser à une Katniss
qui aurait été moins blanche, moins blonde, et qui aurait été simplement plus proche ici. Alors, il n'est jamais marqué qu'elle est noire, elle est marquée qu'elle a la peau olive. À mon avis, connaissant un peu Susan Collins, maligne comme elle est, c'était une façon de dire, vous savez, les États-Unis, il y avait des gens avant aux États-Unis qui avaient la peau olive, et peut-être c'est Native Americans, cette revanche de on était là, on existe, on n'a pas de voix. À mon avis, c'est quelque chose qui est là, surtout que ici, le fait de choisir une petite fille noire, alors là c'est clair, avec son homologue du district, de réfléchir, c'est la seule qui a droit à un enterrement, avec le moment le plus émouvant, là, il y a quand même un message politique qui est clairement là. Aussi, on parlait des symboles, on peut penser à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, appelé un des livres 1960, To Kill a Mockingbird, 1960, un des livres les plus cultes, et c'est sur un héros noir accusé à tort, là aussi toujours la justice, les oiseaux, et vous avez aussi cette ritournelle, je ne sais pas si c'est le bon mot, l'arbre du pendu, qui fait penser à la thématique de Strange Fruit de Billie Holiday, et des chansons qu'on pouvait se chanter les esclaves. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que ce symbole-là, il est bien plus important quand on sait qu'il y a plusieurs luttes en une. C'est « je suis une fille, s'il vous plaît, ne me coiffez pas comme une Barbie. Je n'ai pas la peau blanche, c'est-à-dire que je fais partie d'une minorité, donc j'ai besoin d'exister. » Et c'est pour ça que c'est incroyable, ce salut à 3 doigts qui a été repris à Hong Kong, en Birmanie. En Birmanie, il y a 45% de la population qui n'a pas 25 ans. Donc, il y a eu un très grand effet de société autour de tout ça. Et tous les militants pro-démocratie ont repris ce symbole de contestation, qui est un véritable signe de défiance. Pour terminer, je reprends ici, c'est un petit bout de l'affiche de portrait de la jeune fille en feu. Donc, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il faut défigurer Katniss? C'est-à-dire, est-ce que Jennifer Lawrence est la bonne Katniss? Alors, c'est pas moi qui vais vous répondre à cette question. Et encore une fois, elle est très bien. Il faut savoir que Susan Collins elle-même a validé le choix, donc normalement on ne peut rien dire. Il faut aussi comprendre que Hollywood a des logiques qui sont bien différentes de celles de l'édition, et que ce sont des millions, des dizaines de millions de dollars, donc on ne va pas se permettre quand même de mettre Zoé Kravitz. Et c'est vrai que ce serait intéressant. Moi, je verrais bien un reboot avec une autre actrice, mais Jennifer Lawrence a tellement été extraordinaire, il faut le dire, que ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Une petite série télé, peut-être, Disney+, on ne sait pas, s'ils ont besoin d'idées. Donc, faut-il défigurer Katniss? Ça, c'est Portrait de la jeune fille en feu, où je suis amoureuse de toi, je fais le portrait de toi, mais en même temps, je ne te connais pas vraiment, je ne sais pas qui tu es, donc j'ai qu'à effacer ton visage. Et si on effaçait le visage, énorme, est-ce que c'est une tête, est-ce que c'est un nuage, est-ce que c'est un volcan? Un petit peu tout à la fois, je pense. Et peut-être que nous aussi, on pourrait un petit peu défigurer Katniss. Alors, je grossis très bien sûr. Si on pouvait donner une nouvelle image, ce serait peut-être Greta Thunberg, bien sûr, qui dit à tout le monde « Notre maison est en train de brûler, notre maison est en train de brûler ». Encore le feu, toujours. Qu'est-ce que vous avez fait? Une jeune fille qui va devant les dirigeants politiques en levant le poing et en disant « Comment est-ce que vous avez pu nous faire une chose pareille? Maintenant, il faut lever de la voix. » Ou bien on peut... il y a des oiseaux partout, on s'en souvient. Ici, Frida Kahlo, c'est Frida Kahlo, autoportrait, qui insistait sur le fait que ses sourcils sont en ailes d'oiseau. Et il y a quelque chose de très très noir dans Hunger Games. Enfin, elle perd sa sœur, elle perd son père, elle est martyrisée, elle est en dépression, enfin, le mot est faible. Et c'est terrible, et c'est vrai que d'aller, vous voyez tous les symboles christiques ici, avec les ronces, cette animalité, cette forêt, aller un petit peu plus loin, sachant qu'en plus Frida Kahlo a changé sa date de naissance pour qu'elle coïncide avec la naissance du Nouveau-Mexique. Il y a quelque chose de très politique, et peut-être qu'on pourrait voir, qu'on pourrait espérer un
nouveau portrait qui ne viendrait pas se substituer à l'autre, mais qui viendrait s'ajouter à l'autre, où on prendrait toutes ces considérations un peu plus politiques, et ce serait d'autant plus intéressant parce qu'on voit bien que Katniss, de toute façon, a 1000 visages.